Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Politicus, le podcast qui interroge la politique fribourgeoise. Je suis Leonardo Gomez-Mariaca, le président des Jeunes Verts Libéraux Fribourg, pas un journaliste donc et pas neutre non plus. Aujourd'hui dans cet épisode, nous allons accueillir Monsieur le conseiller d'État Jean-François Steyert. Avant tout membre du Parti socialiste, Monsieur Jean-François Steyert est l'actuel directeur du développement territorial des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement du canton de Fribourg. C'est son deuxième mandat en tant que conseiller d'État du canton de Fribourg. Il est particulièrement impliqué dans le plan directeur cantonal Stratégie 2050 qui vise les zéro émissions de CO2 d'ici 2050, sur un plan sur lequel nous allons revenir dans ce podcast. Aujourd'hui dans cet épisode, nous évoquerons donc l'aménagement du territoire, la transition énergétique, la gratuité des transports publics. Nous parlerons également d'abstentionnisme ainsi que des nouveaux défis et challenges qui attendent le Parti socialiste. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Je m'appelle Leonardo Gomez-Mariaca et vous écoutez Politicus. On va parler un petit peu de votre fonction publique et je voulais vous attraper sur la mobilité douce, notamment sur le développement des transports publics gratuits. Car, alors non, c'était pas positionné dessus, mais il y avait du coup une initiative proposée par le POP, le PS, les jeunes, la JS, pardon, les Jeunes Verts, et d'autres petites associations et d'autres comités qui sont mis pour du coup une initiative sur les transports publics gratuits fribourgeois, du coup financé par un impôt qui voulait progressiste. Le Conseil d'État s'est déjà positionné quant à la recevabilité de cette initiative en disant qu'elle était anticonstitutionnelle à cause du coup, je me suis obligé à voir l'article, les prix payés par les usagers des transports publics couvrent une part appropriée des coûts. J'imagine que c'est sur ce point-là qui est coté, que ça a pêché. Après, je ne suis pas juriste, j'ai quand même entendu un argumentaire des opposants qui dit mais finalement, si on paye par l'impôt, les usagers financent aussi leur transport public. Est-ce que du coup, en ce sens-là, c'est pas interprétable? Ma question, c'est pas pour revenir sur cette initiative, c'est simplement pour mettre en avant le fait que peut-être que pour une société qui se voudrait plus écologiste, à un moment donné, la gratuité des transports publics me semble très personnellement un inévitable, dans le sens que si on veut que les gens conduisent moins, il faut que l'offre soit attractive, c'est vrai, mais il faut aussi qu'elle soit accessible. Et on a parmi les transports publics les plus chers d'Europe. Comment est-ce que vous évaluez cela? Oui, est-ce que je... Oui, c'est toujours un peu une question de culture, de savoir ce que l'État offre ou non. C'est normal pour tout le monde dans nos sociétés, mais ce n'est pas le cas partout au monde, que l'école obligatoire est payée par l'État, c'est-à-dire qu'elle ne coûte rien à l'individu, pratiquement rien. Les personnes qui viennent aujourd'hui d'Ukraine s'étonnent qu'en Suisse, on doive payer pour la crèche. Alors qu'elles viennent de cultures, c'est pas que l'Ukraine, c'est toute une série de pays de l'Est européen où il est normal que l'État offre des places de crèche parce que de longue date, on estimait que c'était judicieux que les parents puissent aller travailler pour faire fonctionner l'économie. Et aux États-Unis, c'est pas normal que l'État paie, par exemple, pour la santé, les coûts des soins, etc. Voilà. Donc il y a des choses qui dépendent un peu des cultures. Il y a peu de pays au monde, alors Luxembourg l'a introduit, mais d'une manière un peu partielle, où les transports publics sont gratuits, mais on peut tout à fait imaginer qu'une société estime que dans le service public obligatoire à disposition de tous les citoyennes et tous les citoyens, il y a non seulement l'école, mais il y a aussi la mobilité. Après, c'est une question de coût. En Suisse, la question se pose sur le plan de fond et formel. Vous avez évoqué un peu le problème formel. Je ne vais pas faire ici de longues études de droit. Quand on a demandé un avis de droit d'un professeur plutôt ouvert au transport public, donc on estimait que s'il lui trouvait aussi que ça allait pas, probablement qu'il n'y avait en tout cas pas un biais politique là-dedans. La Confédération a demandé également un avis de droit qui vient dire exactement la même chose. Donc je pense qu'on a un vrai souci de compatibilité avec le droit fédéral. L'intention du législateur était que les automobilistes participent à une partie de leurs coûts qu'ils occasionnent, les cyclistes, les piétons aussi, et puis les gens qui prennent le train ou les transports publics aussi. Alors si c'est l'impôt qui paye, ben, il n'y a plus de rapport direct entre ce qu'on paye et ce qu'on consomme, ce qui est considéré par les juristes comme n'allant pas. Ceci étant, je pense que si on veut renforcer la part modale des transports publics, c'est-à-dire avoir un peu plus de gens qui se déplacent en conformité avec les objectifs qu'on s'est fixés en termes de politique climatique, la manière la plus efficace, et c'est ce que je vais essayer de faire avancer un petit peu, c'est de permettre de réduire les prix du transport public pour certaines catégories de la population les plus touchées.
Ça peut être des jeunes. Pourquoi les jeunes? Parce que les habitudes de choix modal, on les prend souvent quand on est jeune. Quelqu'un qui n'a jamais fait de vélo à 30 ans, ça va être difficile de le convaincre de changer ou de commencer à en faire. Quelqu'un qui n'a jamais pris un moyen de transport public à 30 ans, ça va être difficile. Donc, essayer de faciliter l'accès au transport public déjà aux élèves des CO. Alors, il y a aujourd'hui certains districts dans le canton de Fribourg qui payent un abonnement général à tous les jeunes pour des raisons assez opportunistes, c'est que ça coûte moins cher que de payer des bus de transport scolaire. Ceci étant, les jeunes qui ont un titre de ce type-là, non seulement vont à l'école avec, mais se déplacent en disco, vont au théâtre à Berne quand c'est en Saint-Gine. Et puis ça les habitue à l'utiliser, je pense que c'est une bonne chose. On peut avoir dans le domaine des personnes âgées des questions similaires qui se posent, ou des tarifs réduits beaucoup plus fortement pour des familles. Après, il n'y a pas toutes les familles qui en ont besoin, mais notamment les gens qui ont des revenus relativement bas. Favoriser l'utilisation des transports publics avec des approches financières, ça je pense que c'est des pistes qui sont vraiment intéressantes. La gratuité pour tout le monde, alors, outre le fait qu'elle est probablement non constitutionnelle en Suisse, pose un autre souci, c'est qu'on utilise beaucoup d'argent pour rendre gratuit le transport public, y compris pour des personnes qui n'ont aucun souci financier. Est-ce que c'est vraiment bien utiliser l'argent public? On peut se poser la question. Non, mais vous parlez de réforme au niveau des prix, mais on a l'impression que les CFF vont dans l'autre sens, c'est-à-dire, je me souviens, en tout cas dans la partie, je ne sais pas si c'est encore d'actualité, mais je sais qu'en plein milieu du Covid, ils avaient annoncé qu'ils voulaient supprimer l'abonnement général à tarif réduit pour les étudiants, du fait qu'ils avaient perdu de l'argent sur le Covid. Ça, c'était leur explication, même si ça semble étrange, parce que c'est une décision qui, me semble-t-il, remontait il y a déjà plus longtemps qu'il y avait des discussions là-dessus. Est-ce qu'il n'y a pas cette idée que finalement les CFF voudraient plutôt faire payer plus cher, ou en tout cas ne veulent pas spécialement, n'ont pas la motivation de réduire leur prix? Et par-dessus ça aussi, un deuxième, ça c'est très populaire, mais je fais partie de ces gens qui se plaignent de ça, c'est-à-dire je fais partie de ces gens qui se plaignent de cette distinction première classe, deuxième classe, quand on a une première classe vide, complètement vide, dans un train qui est bondé par contre à la deuxième classe, par exemple. Est-ce que la suppression de la première classe, est-ce que ça c'est une question par contre des CFF en tant qu'organisation privée? Est-ce que le Conseil d'État il peut agir là-dessus? Est-ce qu'il a envie d'agir là-dessus, ou est-ce qu'il trouve que c'est pas un problème? Alors, le Conseil d'État sur les CFF, c'est un petit peu plus difficile. Ouais, on peut le faire évidemment comme... les collectivités ont deux rôles par rapport aux compagnies de transport public. Les collectivités en Suisse sont propriétaires d'une bonne partie des compagnies de transport public. Les CFF sont propriétés de la Confédération. Et la Confédération, sur les CFF, après on peut faire la même chose au niveau du canton, pour les cantons qui sont propriétaires de compagnies, mais ce n'est pas le cas pour une majorité des cantons. Canton de Fribourg, c'est le cas avec les TPF. On peut agir comme propriétaire. Les collectivités publiques ont longtemps géré avec beaucoup de distance leur lien avec les compagnies dont ils étaient propriétaires, c'est-à-dire qu'ils leur donnaient des mandats mais relativement généraux, essentiellement liés au transport public en tant que tel, mais pas tellement avec des considérations climatiques ou sociales. Ces choses sont en train de changer. La Confédération a changé son rapport avec les CFF. Après, les CFF ont une mission, c'est de produire des kilomètres de transport sur rail avec l'argent qu'on leur donne. Et puis, s'ils constatent qu'ils n'ont pas assez d'argent pour faire les choses, soit ils font moins de prestations parce qu'ils n'ont pas assez d'argent pour le faire, soit ils augmentent les prix, soit ils disent à leurs commanditaires, si vous voulez qu'on vous fasse plus de kilomètres avec plus de trains, plus de gens dedans, et qu'en plus les gens doivent payer moins pour certaines choses, il faut que vous nous mettiez plus d'argent parce que sinon ça ne va pas fonctionner. Et ça, c'est le rôle des CFF. Je pars du fait que des choix politiques des CFF doivent se faire de concert avec le propriétaire, c'est-à-dire si on dit on supprime intégralement les abonnements généraux à tarif réduit pour des catégories de population jeunes en formation, pour moi c'est une dimension politique. Je pars du fait qu'il faut en discuter avec le propriétaire avant de faire des choses comme ça. De la part des TPF qui sont notre compagnie dans le canton de Fribourg, je m'attends à ce que s'ils font ce genre de réflexion, ils en parlent à deux partenaires, d'une part à l'État propriétaire et d'autre part à l'État commanditaire. Je commande chaque année pour des dizaines de millions de francs de prestations à des compagnies ferroviaires. C'est à moi de dire ce que je veux, c'est-à-dire est-ce que je veux juste des kilomètres les moins chers possibles? Est-ce que je demande des kilomètres non seulement les moins chers possibles, mais avec un certain nombre de conditions, peut-être avec des bus qui soient climatiquement neutres, mais si je demande ça, il faut aussi que je sois prêt à payer un peu plus cher. Puis j'ai deux possibilités, je laisse
je demande formellement au TPF de se doter à 100% de bus climatiquement neutres, et puis vous avez qu'à mettre ça sur le prix du billet. Après, il ne faut pas que je m'étonne s'il y a moins de gens qui prennent les bus. Dire, je demande à 100% climatiquement neutre, et je suis prêt à négocier, à demander au Conseil d'État de mettre un montant supplémentaire pour acquérir ces bus sans que ça ait un effet sur les prix. Quand on parlait avant de conciliation entre politique environnementale et politique sociale, c'est précisément ce genre de réflexion qu'on doit faire, c'est-à-dire est-ce que je peux, dans les domaines sur lesquels je suis actif, rendre une politique plus conforme aux objectifs climatiques, tout en faisant des choix qui évitent que les personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent paient le prix. On va parler de la fusion du Grand Fribourg un petit peu parce que c'était une de mes déceptions. J'étais très pour une fusion du Grand Fribourg, mais voilà, le projet a été rejeté dans les urnes. Déjà, comment est-ce que vous analysez cet échec finalement? Comment est-ce que vous analysez cet échec? Où en est la situation pour vous? Est-ce que c'est quand même quelque chose qu'il faudra s'y réattaquer dans le futur de manière différente? Où est-ce que il y a eu des difficultés? Et a posteriori, qu'est-ce que vous aurez pu changer ou qu'est-ce que vous comptez changer dans le futur? Vous en êtes où via cette fusion? Non, d'une manière générale et indépendamment de la ville de Fribourg, on se pose de plus en plus de questions sur la bonne taille d'une institution pour des tâches modernes aujourd'hui. Il y a des tâches qui donnaient du sens d'être données au canton il y a 50 ou 100 ans, et aujourd'hui on se dit les cantons sont un peu petits pour faire ces choses-là, il faut probablement monter à un niveau plus haut. Quand on parle de planification hospitalière, quand vous habitiez Bellegarde, il fallait aller à Bulle à l'hôpital ou à Ria plus tard, il y a 100 ans, vous mettiez pratiquement un jour pour descendre. Aujourd'hui, vous y êtes en une petite demi-heure suivant où vous habitez. Donc ça change les rapports aux distances. Par contre, aujourd'hui, penser uniquement au territoire cantonal quand on pense qu'est-ce qu'on produit où dans les hôpitaux comme prestation est manifestement déplacé, parce qu'il y a des choses qui se font dans des interactions avec les cantons voisins et des prestations qu'on va concentrer parce qu'on ne va pas faire de la chirurgie cardiaque à 20 endroits en Suisse. Donc on est bien obligé de collaborer. Et ça vaut à tous les niveaux, entre les cantons, entre les communes aussi. On a aujourd'hui des très petites communes qui, sur des choses complexes comme l'aménagement du territoire, comme des fois l'organisation de l'école, sont un peu dépassées, doivent engager à grands frais des bureaux privés pour faire le travail. Là, on peut se poser la question, est-ce que vraiment c'est encore le bon endroit quand on a 250 habitants pour des tâches aussi complexes et multiples? Moi, je pars du fait que les fusions amènent une partie des solutions. Après, quand les fusions deviennent très importantes et très grandes, ça pose des questions de proximité du pouvoir aux citoyennes et citoyens. Si vous passez de 300 à 2-3 000, mais sur un espace où tout le monde se connaît, où on est ensemble au club de foot, où on partage passablement de choses, au cœur mixte, ou je ne sais quoi, sur 2-3 communes, c'est des choses qui vont assez vite. Les fusions dans les régions assez rurales, où on a des communes de même nature, où les gens se connaissent, se font sans que l'État doive beaucoup pousser. Il y a des encouragements financiers qui se font pour faciliter le passage, mais ça continue à se faire, ça continue à se réfléchir à différents endroits dans le canton. On en a observé ces dernières années. Les fusions dans les très grands milieux urbains sont plus délicates pour plusieurs raisons. D'une part, on a en général des différences de situations financières très importantes. Si on prend la situation de la fusion du Grand Fribourg, on a au centre des taux d'impôt qui ne sont pas très hauts en comparaison cantonale, mais des taux dans certaines communes périphériques qui sont beaucoup plus bas. Alors, s'il faut expliquer à quelqu'un qu'il faut payer 20% de plus d'impôts pour être dans une commune fusionnée, c'est en général relativement difficile. L'État avait fait une enquête au début du siècle, quand il y avait une très très grande vague de fusions, pour voir quelles sont les fusions qui ont marché, quels sont les projets de fusion qui ont échoué. Et chaque fois qu'une différence de plus de 5 centimes d'impôt existait entre plusieurs communes à fusionner, la fusion a échoué. Donc c'est vraiment c'est un argument qui manifestement est rédhibitoire, qu'il l'est toujours. Donc si on veut fusionner des communes qui ont des situations financières assez différentes, il faut d'abord les rapprocher par toute une série de mécanismes qui sont plus complexes. Après, je pense que les fusions importantes, une réflexion qui doit être faite, c'est comment montrer à tout le monde que ça amène plus d'efficacité en termes de gestion du denier, des solutions souvent plus intéressantes pour tout le monde. Les villes qui sont constituées d'une commune, mais qui sont de la taille de Fribourg, en Suisse, comme il n'y a pas 9-10 communes différentes,
l'équipement, par exemple, en transport public moderne, en ligne de tram ou des choses comme ça, est plus facile que si on doit mettre 10 syndics autour d'une table pour décider ensemble et chacun dira ouais mais moi je le veux, il faut qu'il arrive chez moi sinon je ne paye pas. Et ça complique passablement les choses. On le voit aussi dans la réalisation des programmes d'agglomération. On est un peu plus lent quand on doit à chaque fois mettre beaucoup de communes autour de la table quand on a une. Mais manifestement, ça n'a pas suffi pour convaincre la majorité des votants dans les communes d'aller dans cette direction-là. La crainte dans l'autre sens, c'est d'être dirigé par des personnes qui sont plus loin, qui connaissent moins bien les besoins, parce qu'ils sont dans une entité beaucoup plus grande. C'est des choses qui peuvent s'aborder par le renforcement d'associations de quartier, d'autres manières de participer aux choix politiques. Ça doit peut-être, manifestement après le résultat du vote, il faut penser ces choses-là avant plutôt que de les promettre pour après. Il y avait quand même une position des opposants qui était assez forte. Elle n'était pas, leur principal argument, en tout cas sur les panneaux qu'ils affichaient en ville, sur on va dire la publicité qu'ils tournent autour de leur opinion, elle n'était pas principalement basée sur le financement, mais sur aussi une question identitaire. Sur ici, c'est Villars-sur-Glâne, ici, c'est Fribourg, il y a une distinction, on n'est pas les mêmes. Est-ce qu'il n'y a pas du coup là un problème cantonal plus large, c'est-à-dire que on parlait tout à l'heure du souci identitaire que peut avoir un pays lorsqu'il est obsédé par sa propre définition finalement. Est-ce qu'il n'y a pas eu aussi un échec de la part des initiants du Conseil d'État, mais aussi de toutes les personnes qui étaient favorables à cette fusion, d'essayer de discuter sur le fait que finalement nous sommes aussi tous fribourgeois du canton de Fribourg? Est-ce que vous ne voyez pas vous aussi un souci à ce niveau-là de l'identité, au niveau de qu'est-ce que c'est être fribourgeois, qu'est-ce que c'est faire partie d'un canton, mais du coup pas hors une commune? Je pense qu'on a tous besoin de racines et donc de se sentir à quelque part chez soi. Donc simplement dire l'identité n'est pas important, il faut travailler qu'avec les finances ou avec l'environnement, avec l'efficacité de la gestion, ça ne marchera jamais. Après, on a eu des fusions ces dernières années dans le canton. Une dernière assez grosse fusion qui s'est faite, il y en a eu dans les différentes parties du canton, mais il y a eu pas loin de Fribourg la commune de Tavel périurbaine avec passablement de pendulaires qui a fusionné avec la commune d'Alterswil et celle de Sant-Antoni qui est beaucoup plus rurale, donc avec des cultures dont les différences sont au moins aussi importantes que celles qu'on pouvait avoir entre Fribourg et Villars-sur-Glâne. Pourtant, le réflexe identitaire, il a joué un peu, il y a eu des oppositions, il y a eu des non, il y a eu des parts de non négligeables, mais les majorités de chacune des communes ont voté oui, ce qui fait que la commune est aujourd'hui fusionnée, parce que la majorité a plus vu l'opportunité de la fusion que les risques qui existaient aussi. Après, ça présuppose que les responsables de chaque entité portent le projet. On constate que dans chacune des communes, les gens font quand même assez confiance majoritairement aux autorités communales existantes. Et dans la quasi-totalité des projets de fusion qui marchent, il y a dans chacune des communes est dirigée par des gens qui sont favorables à la fusion, qui vont expliquer aux habitants de leur commune, écoutez, on va fusionner avec les voisins, mais vous verrez, c'est mieux. Puis vous verrez, il y aura des inconvénients, mais il y a plus d'avantages que d'inconvénients, allez, on y va. Et ça marche, on a chaque année des fusions dans ce canton qui marchent. Donc une pédagogie assez grande. Proximité. Oui, et puis prendre les gens avec. Ici, à Fribourg, on avait des syndics de grandes communes qui, dès le début, ne voulaient pas la fusion. Et puis, manifestement, faire le forcing contre la volonté politique d'autorité d'une partie des communes concernées, c'est relativement difficile parce que les citoyens de ces communes font plus confiance dans leurs propres autorités communales que dans des gens qui cherchent à fusionner. Et maintenant, du coup, où on en est finalement? Est-ce que certains disent, bon, on n'a qu'à fusionner avec finalement ceux qui veulent fusionner avec nous, parce qu'il y avait des communes qui avaient cette volonté tout de même. Est-ce que c'est une position qui est envisagée? Est-ce que c'est un projet qui est tombé à l'eau? On verra aux prochaines législatures, mais vous laissez ça de côté. Où est-ce que vous vous situez? Où est-ce que le Conseil d'État se situe par rapport à cette question-là? Bon, vu le résultat très clair de la votation, même dans les communes qui ont dit oui, à part la ville de Fribourg, mais dans ce qui reste, la position des autorités communales, par exemple à Marly, est de dire une partie des gens qui ont dit oui pour une fusion à 10, mais pas pour une fusion à 2 ou à 3. Donc il reste probablement nettement moins qu'une moitié pour faire encore une petite fusion. Ce qui signifie que cet objet-là est plutôt au hors du jour pour le moment. Je pense que si personne ne conteste la nécessité de renforcer la collaboration entre les communes sur un certain nombre d'objets, il faut d'abord se mettre d'accord sur quoi on veut collaborer, sur quels sont les objectifs communs, trouver une gouvernance qui va avec. Actuellement, la question est un peu ouverte dans la mesure où la
la structure d'agglomération actuelle a été supprimée par une décision du Grand Conseil, mais qu'une partie des communes de l'agglomération de Fribourg contestent devant le tribunal fédéral. Il faudra voir ce que le tribunal fédéral dit. Est-ce qu'on continue avec cette gouvernance-là? Est-ce que la décision du Grand Conseil doit être cassée? Ou au contraire, est-ce qu'elle est valable? À ce moment-là, la gouvernance actuelle fera partie de l'histoire et il en faudra en trouver une nouvelle parce que personne ne conteste la nécessité de travailler au-delà des frontières communales si on veut être bon. Dans l'intérêt des citoyens et des citoyennes de chacune des communes. Si on ne le fait pas, chacune va commencer à taxer. Certaines y réfléchissent actuellement, les citoyennes ou citoyens des communes voisines qui viennent à un spectacle ou un match ou des choses comme ça. Et franchement, je trouverais ça un peu déplorable. C'est difficile pour relier les gens. Je peux comprendre que certaines communes un peu déçues réfléchissent dans ces catégories. Je peux comprendre aussi que les communes qui souhaitaient la fusion se disent « Ok, on investit beaucoup d'argent de nos contribuables à nous pour des prestations qui profitent passablement aux contribuables des communes voisines, donc on va les faire payer un bout. » Maintenant, dans l'intérêt collectif du tout, c'est certainement pas souhaitable. On va parler un petit peu aussi du plan climat 2050, du coup que j'ai un petit peu plus étudié et détaillé. Alors oui, je vais accélérer un petit coup. Après, encore une fois, c'est pas grave si on finit avant, etc. C'est l'avantage d'un podcast. Est-ce que ce plan il est toujours tenable au vu des imprévus que l'on a aujourd'hui? C'est-à-dire qu'on a eu la guerre en Ukraine, du coup, on a eu les prix de l'essence qui montent d'un seul coup parce qu'on doit l'acheter ailleurs. On a la menace de couper le gaz, on a la menace, enfin, on vit en une période de menace en tout cas. On se rend compte aussi de la petite taille de la Suisse sur le plan international, qu'on dépend beaucoup de ce qui se passe autour de nous. En ce sens-là, l'UDC, vous m'avez dit en micro que c'était déjà un plan qui était déjà venu dans le passé, mais voilà, l'UDC propose d'utiliser toutes les zones protégées en vue du climat comme des zones agricoles pour préparer éventuellement un rationnement au cas où la guerre dégénère. En tout cas, c'est l'argumentaire que j'ai trouvé. Est-ce que le plan climat il est encore tenable? Est-ce que le climat, pour vous, pour le Conseil d'État, c'est encore une priorité au vu de ce qui se passe à l'international, ou est-ce qu'il faut qu'on laisse cette question de côté pour se concentrer d'abord sur le reste du monde? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous y croyez toujours à votre propre plan climat? Tous les plans climat, y compris celui du canton de Fribourg, sont extrêmement ambitieux. C'est-à-dire qu'ils se fixent des objectifs. Pour le canton de Fribourg, qui a été un des premiers cantons de Suisse à se fixer ce genre d'objectifs pour 2030 et puis ensuite pour 2050, avec une réduction pour le premier volet de moitié des émissions CO2 qui est extrêmement ambitieux. Et pour la deuxième partie, ambitieux, mais c'est plus loin. Quand on fixe un plan climat sur des temporalités pareilles, certains m'ont demandé de dire pour chaque mesure, on veut que vous mesuriez exactement en pourcent combien ça contribue à l'atteinte des objectifs climatiques. J'essaie d'expliquer aux gens que ni politiquement, ni même physiquement, ni biologiquement, c'est des choses qui marchent parce qu'on a tellement de causalités qui font évoluer notre bilan CO2 qu'on ne peut pas dire c'est parce qu'on a 10% de moins de voitures que ça aura tel effet sur le bilan CO2 parce que c'est isolé. Il faut déjà voir ce que font les 10% qui n'utilisent plus leur voiture. Est-ce qu'ils font quelque chose qui a plus d'effet ou moins d'effet sur le climat? Donc on est sur des choses complexes. De fait, les plans climat, tout ce qu'il peut faire, c'est une série de beaucoup de petites mesures. Il n'y a pas la recette miracle n'existe pas, dont on sait qu'ils vont chacune pour soi contribuer à des réductions de l'effet CO2, sans qu'on sache à l'avance exactement quelle sera la contribution de chacune de ces mesures au tout. Ça signifie aussi qu'on doit régulièrement suivre l'effet, c'est-à-dire voir est-ce que ça va mieux ou pas. Et puis si ça ne va pas mieux ou pas suffisamment mieux, dire on va devoir prendre des mesures en plus parce que celles qu'on a commencé à prendre ne suffisent pas. C'est l'importance d'un suivi assez étroit d'un plan climat. Ça signifie toujours pas qu'on peut dire exactement quelle mesure amène quoi, mais on sait que c'est plausible que certains types de mesures amènent quelque chose, puis peut-être qu'il y a une mesure dont on constatera qu'elle amène rien du tout, puis il faut arrêter avec. Mais ça fait partie de quelque chose d'un petit peu évolutif. Dans ce contexte-là, la guerre en Ukraine, c'est quelque chose qui nous frappe tous, qui pour des raisons stratégiques, des raisons historiques, nous touche particulièrement parce que ça remet en question des certitudes. Mais pour moi, ça ne remet pas du tout en question les objectifs climatiques. Soit la guerre en Ukraine ou pas, il va falloir qu'on fasse quelque chose si on veut que notre planète reste en état à peu près correct pour les générations qui viennent après nous. Et ce n'est pas parce que les Russes agressent l'Ukraine que ça va changer. Il peut y avoir d'autres guerres au monde. Par contre, ça complexifie un peu la tâche, oui, mais ça ne la remet pas en question. Et puis sur les
la revendication de l'UDC d'utiliser tous les champs de faute, de golf et tout ce qu'on veut pour mettre des pommes de terre. Alors, peut-être petite remarque historique amusante. En 1939, la Suisse produisait 53% des biens de consommation dont elle avait besoin pour nourrir la population. On a fait ce qu'on appelait à l'époque le plan Wahlen, c'est-à-dire que tous les terrains de faute du pays, tous les jardins d'agrément du pays, toutes les surfaces non productives ont été transformées en champs de pommes de terre, de colza ou d'autres choses. Ça a permis de passer d'un taux d'auto-approvisionnement de 53% à un taux d'auto-approvisionnement de 56% et demi à la fin de la guerre. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que ça montre que ce n'est pas nécessairement un mal de faire des choses comme ça. Par contre, il ne faut pas penser que ça va nous résoudre sérieusement notre problème d'auto-approvisionnement. Et ce n'est pas parce qu'on transforme toutes les surfaces de Suisse avec une population qui en parle plus, est beaucoup plus importante que ce qu'elle était en 1945, permettra de nourrir toute la population. On va toujours rester dépendant d'autres pays. Après, on peut consommer un peu différemment. Suivant le type de produit qu'on consomme, on peut nourrir un peu plus de personnes avec les mêmes surfaces. Et puis, ça peut se faire avec assez peu de temps de recul. C'est-à-dire, au lieu de semer du gazon, on va semer autre chose, mais ça peut se faire relativement rapidement sans devoir aujourd'hui dire on transforme dès tout de suite, parce qu'il y a une guerre en Ukraine, tous nos terrains de faute en champs de pommes de terre. D'abord, il faudrait expliquer ça à tous les footballeurs de Suisse. Est-ce que c'est vraiment aussi urgent que ça? Je pars du fait que non. Après, il faudrait tenir compte du fait que si plus personne joue au foot, alors que la mesure n'est pas urgente et qu'on continue à importer 40% de nos biens alimentaires, c'est beaucoup de gens qui perdront une partie de leur vie sociale. Je pars du fait que le foot ou d'autres sports exercés par beaucoup de personnes dans notre pays, alors évidemment qu'il ne vous nourrit pas à la place du pain et des pommes de terre, mais par contre il est indispensable pour la cohésion sociale. C'est des lieux de rencontre, c'est des lieux en échange, et puis pour ça on a aussi besoin d'un tout petit peu de place. Je pense que c'est une revendication qui paraît logique quand on la regarde comme ça, qui de fait est assez absurde et puis qui nous causera beaucoup plus de problèmes qu'autre chose. Je vais aborder un dernier sujet parce que l'heure a tourné un peu plus vite que ce que je pensais. On va parler, si ça vous va, un tout petit peu de transition énergétique et d'aménagement du territoire, vu qu'on en est ici. On a eu une votation de la ville de Bâle, il n'y a pas très longtemps, pour demander à ce que tous les bâtiments publics soient équipés de panneaux solaires de manière urgente. On a j'ai regardé sur notre plan climat, on a du coup je dirais subventions, mais c'est des encouragements, en tout cas proposés par le canton. Si maintenant je veux mettre des panneaux solaires, je peux faire une demande d'encouragement et le canton me donne un petit peu d'argent pour cet effort-là. Mais pour faire vraiment le jeûne que vous aviez eu l'autre jour, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que ça va assez vite? Dans le sens qu'on a quand même beaucoup de bâtiments publics, on a de l'espace, on a une possibilité d'essayer de placer plus de panneaux solaires, mais aussi éventuellement, malgré tous les problèmes en vue de la population que ça pose, des éoliennes. On en est où en ce qui concerne la transition énergétique, surtout maintenant qu'il y a l'air d'avoir un coup de boost qui est demandé à l'international du fait de la guerre en Ukraine cette fois-ci et de notre dépendance aux énergies fossiles qui font que les prix commencent à monter très vite? Il y a plusieurs aspects en ce qui concerne le parc immobilier, qui est une partie de la politique climatique. La mobilité en a une autre, l'agriculture en a une autre. Il y a différents volets où les émissions sont importantes. Sur le parc immobilier, une partie concerne l'ensemble des citoyennes et citoyens, les usines, à peu près tout le monde. Et là, le travail de l'État ou la mission de l'État, c'est de créer des conditions de marché d'une part, mais aussi des soutiens financiers là où ça donne du sens, qui permettent d'accélérer le fait que des privés s'équipent en panneaux photovoltaïques, en sondes, en tout ce qu'on veut, qui contribue à la transition énergétique. Et puis après, il y a le rôle de l'État en tant que tel, c'est-à-dire ce que fait l'État sur ses propres bâtiments. Quantitativement, ce n'est pas très important parce que ça fait 1%, un tout petit pourcent de l'ensemble des bâtiments du canton. Par contre, c'est un rôle important parce que c'est souvent des bâtiments hautement consommateurs, des grands bâtiments. Et puis aussi pour des raisons symboliques, c'est que l'État qui mène des politiques publiques doit donner l'exemple. J'ai repris ma direction il y a maintenant un peu plus de 5 ans. Une des premières choses qui a été faite, c'est que l'État lui-même ne construise plus sans équiper ses bâtiments neufs qu'il construit avec des panneaux photovoltaïques. Au début,
donné quelques discussions. Aujourd'hui, c'est devenu une normalité. C'est-à-dire, il ne faut pas expliquer pourquoi on en met, il faut expliquer pourquoi on n'en met pas si on n'en met pas. Et puis, on ne va pas en mettre tout de suite sur la cathédrale parce que ça pose d'autres questions de protection du patrimoine, mais on a près de 90% des toits en Suisse qui ne sont pas protégés patrimonialement, sur lesquels il y a beaucoup de rattrapage à faire. Après, sur les bâtiments de l'État, l'État a commencé à mettre des panneaux photovoltaïques aussi sur des bâtiments anciens. Puis sur certains bâtiments, ça ne donne pas de sens de les mettre tout de suite parce qu'il faut concevoir le bâtiment d'une manière un peu plus globale. Mettre des panneaux photovoltaïques avec toutes les installations sur un bâtiment qui par ailleurs est très mal isolé et où je chaufferai essentiellement encore plus l'air en faisant des choses comme ça ne donne pas de sens. Donc on doit, sur beaucoup de bâtiments, le parc immobilier de l'État de Fribourg est sous-entretenu assez massivement, procéder à des investissements supplémentaires. Alors, j'ai prévu de présenter cet automne, en fin d'année, au Grand Conseil, un projet pour une centaine de millions de francs pour remettre en état une partie du parc immobilier de l'État. C'est là où on est le moins efficace. Mais c'est souvent refaire complètement un bâtiment, c'est refaire non seulement les façades, mais dès que vous touchez aux façades, vous touchez souvent aussi au système de ventilation, au système de chauffage. Donc c'est pas juste poser des panneaux photovoltaïques, mais c'est refaire des bâtiments en conformité avec les objectifs climatiques. Là, on a fait un classement de tous les bâtiments de l'État pour voir quels sont ceux qui sont les plus inefficaces. On a beaucoup. Et puis ensuite, un deuxième classement pour dire parmi ces inefficaces, quels sont ceux qu'on peut le plus facilement assainir. On va commencer par ceux-là. Pourquoi est-ce qu'on fait ces choses comme ça? Parce que dans les bâtiments les plus inefficaces, il y a des bâtiments comme les églises, la cathédrale, mais on ne va pas commencer par assainir la cathédrale pour 10 000 raisons. Ça sera plutôt des bâtiments administratifs très peu efficaces des années 60, 70, 80, auxquels on va s'attaquer en premier lieu. Et je fais vite un parallèle avec du coup les fameuses problématiques qu'on a eues autour des éoliennes. On a un énorme article qui est paru dans je ne sais pas quel journaux, mais je le retrouverai. On en est où avec ces éoliennes? Comment est-ce qu'on réconcilie? Comment est-ce que le canton de Fribourg réconcilie déjà la population avec ce projet au vu de cet article, mais aussi avec les communes qui se sont toujours opposées à ce projet-là? Pour vous, est-ce que vous y croyez encore? Ou est-ce qu'il faut que c'est pas un projet qui est viable à l'avenir, ou peut-être qu'il sera viable pour un ou deux parcs, mais après c'est terminé parce que la population est clairement... Enfin, une partie de la population est clairement contre. Il y a plusieurs volets dans l'approche de la transition énergétique et de la production d'énergie selon des modes d'énergie renouvelables. C'est pas à moi de critiquer d'une manière ou d'une autre le travail d'un collègue qui s'occupe de politique énergétique, mais que ce soit pour le photovoltaïque, que ce soit pour les éoliennes, que ce soit pour la micro ou la petite énergie hydraulique, je me suis engagé bien avant d'être au Conseil d'État pour développer ces choses-là, mais pour le faire là où ça donne du sens. On parlait avant du photovoltaïque, on va le mettre sur des toits non protégés, parce qu'on a encore une fois des millions de mètres carrés de toits non protégés, on peut le faire. On va commencer par ça. Par contre, il faut vraiment le faire sur ces toits-là. On a encore aujourd'hui des gens qui construisent des toits de 500 ou 1000 mètres carrés ou 2000 mètres carrés à plat, sans mettre du photovoltaïque dessus. La question n'est pas est-ce qu'ils sont intelligents ou pas, la question est pourquoi est-ce qu'on échoue à ce que ça se fasse. Et ça, c'est une question de quantité. Après, on va devoir régler la question des saisons, c'est-à-dire d'avoir suffisamment d'énergie, non seulement en été, mais aussi en hiver, pour ne pas être trop dépendant de production d'autres pays en hiver. Ça pose des questions de stockage d'énergie qui sont un défi majeur. La question de l'éolienne, elle est plutôt secondaire par rapport à l'ensemble de la production. Si on regarde la quantité qu'on peut faire, ce n'est pas avec ça qu'on va régler la question climatique. Si ça marche à certains endroits, pourquoi pas, mais ça doit se faire de manière concertée, comme toutes les procédures. Je pense aujourd'hui qu'on doit faire un pas en arrière. Beaucoup de communes ont signé à l'époque des contrats avec des prestataires. Ils l'ont fait en informant souvent très peu les populations concernées. Des fois oui, des fois non. Je pense que les sensibilités ont changé. J'ai vécu dans un contexte complètement différent qui était celui de l'enfouissement des lignes à haute tension, des discussions similaires, mais avec un peu de l'autre côté de la barrière. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il fallait... On a commencé par faire une chose pour régler les conflits, c'est-à-dire on se met d'accord entre opposants et constructeurs de lignes à haute tension. On choisit ensemble un expert. Alors, comme la plupart des experts suisses travaillent pour des compagnies électriques, on s'est mis d'accord sur un expert qui était en l'occurrence un expert allemand d'une université allemande.
Et puis on s'est mis autour d'une table et on s'est dit on le choisit ensemble, mais on se met aussi d'accord au début que quelles que soient les conséquences ou les conclusions du travail de l'expert, on les admet, qu'elles nous plaisent ou pas. Mais pour ça, et là, c'est vrai que les choses n'ont pas été faites comme ça ici. Et je pense que la démarche doit être de reculer d'un pas pour dire est-ce qu'on a quelqu'un sur qui on se met d'accord pour dire qu'il va nous évaluer les choses un peu correctement, d'une manière qui convienne à tout le monde. À la fin, quoi qu'il dira, ça ne plaira pas à 100% de la population, mais à un moment donné, c'est aussi le fonctionnement de la démocratie, c'est qu'il y a une majorité qui dira OK, on n'en fait pas, ou OK, on en fait, parce qu'on a devant nous sur la table des choses sur lesquelles on s'est mis d'accord. Et la réponse matérielle parlera quand on aura fait ce travail. D'accord. Moi, j'ai terminé mes grandes questions. Si ça vous convient, je vais vous demander une dernière tout de même, c'est de donner une œuvre d'art pour nos auditeurs. C'est vraiment plus, c'est pas vraiment une question, c'est juste pour les laisser avec quelque chose de supplémentaire pour nos auditeurs et auditrices. Alors, on a parlé avant de l'importance d'une certaine équité dans une société, de la cohésion sociale, du respect de l'autre. J'ai en tête une œuvre d'art qui est... Il n'est pas dans les choses classiques qu'on imagine. C'est ni une statue, ni une pièce de théâtre, ni une grande pièce de musique. C'est une bande dessinée un peu ancienne. Ça s'appelle le Baron Noir. Je pars du fait qu'en cherchant sur Internet, on doit trouver ça. Oui. Alors c'est par animaux interposés entre un aigle, des rhinocéros, des fourmis et d'autres seraient des moutons évidemment, qu'on caricature un petit peu le fonctionnement d'une société. J'ai bien aimé ça quand j'avais 20-30 ans. Puis c'est une lecture qui reste assez d'actualité parce que nos sociétés fonctionnent toujours un peu comme ça. Monsieur Jean-François Steyert, merci beaucoup. Et voilà, c'est la fin de cet épisode consacré à Monsieur Jean-François Steyert, conseiller d'État du canton de Fribourg. J'espère que cet épisode vous aura plu et nous nous retrouverons très bientôt pour un nouvel épisode de Politicus.